carcasses d'élevage ont été retrouvées au Moyen-Orient depuis déjà plus de 10 000 années. Et on sait actuellement également que ce qui a permis le développement de cette industrie, c'est principalement les avancées scientifiques dans les domaines de la prophylaxie et des sélections de plus en plus scientifiques des espèces, ce qui permet la production de produits laitiers et de lait de qualité bien meilleure et surtout de sécurité garantie. Très rapidement, je vais un petit peu défiler les principaux constituants des laits et produits laitiers pour parler des lipides et vous dire la grande variabilité qui existe dans leur teneur en fonction des laits des espèces en question, puisque ça peut varier de 10 à 500 grammes par litre, sachant qu'aujourd'hui, on va principalement parler des laits de vache. Ils sont constitués principalement de 90% de triglycérides. Au Maroc, la couleur, et là la centrale les représentants peuvent me corriger, la couleur attribuée au conditionnement indique la teneur en matière grasse au niveau des laits UHT principalement, et pour la couleur bleue, elle est attribuée au lait entier dont la teneur en lipides est de 34 grammes par litre. La couleur orange au lait demi-écrémé, la teneur en lipides est de 16 grammes par litre, et la couleur rouge au lait appelé écrémé, dont la teneur en lipides est très faible, elle est inférieure à 0,1 g par litre. Par rapport aux glucides, nous savons bien également que 97% des glucides de lait sont sous forme de lactose et de disaccharides, et que chez l'adulte, cette activité lactasique qui va permettre la digestion de ce lactose diminue avec l'âge, ce qui va entraîner certains troubles digestifs dans certaines situations suite à la consommation des laits, mais pas suite à la consommation de produits laitiers, et ce serait, certainement un sujet de débat, et il y a des réflexions très importantes par rapport à cette question lactose, activité lactasique à l'âge adulte et consommation de lait et de produits laitiers. Ce qu'il faudrait savoir également, c'est que le lactose du lait joue un rôle important de substrat de fermentation pour les bactéries lactiques, ce qui va permettre leur hydrolyse en glucose et galactose, et puis par la suite la production de l'acide lactique. Et la teneur en lactose des produits laitiers est ainsi très faible, voire vraiment infinitésimale, ce qui explique leur meilleure tolérance chez les personnes dont l'activité lactasique est diminuée. Et puis, ce qui a permis également le développement de par l'industrie alimentaire de produits laitiers appelés faciles à digérer parce que leur teneur en lactose est plus faible. Par rapport aux protéines, vous savez que la caséine ou les caséines constituent la majorité des protéines du lait de vache et que 18% de ces protéines sont constituées par les bêta-lactoglobulines, l'alpha-lactalbumine et la sérum-albumine et des protéines diverses sous forme d'enzymes, d'immunoglobulines, ainsi de suite. Et lorsque les caséines sont coagulées avec les autres protéines, les autres protéines, elles, vont rester en suspension, ce qui va constituer ce qu'on appelle le lactosérum avec le lactose et d'autres constituants du lait. Très rapidement également, les produits laitiers qu'on va aborder le long de cet exposé sont sous forme de yaourt. Les yaourts étant les produits de fermentation lactique du lait. Les procédés de fermentation sont très divers et variés et les ferments utilisés sont également très divers. Et globalement, la teneur en protéines de ces yaourts varie selon les variétés et la moyenne est à 5 grammes pour 100 grammes. Les fromages vont avoir une teneur en protéines très variable de 3 à 16 grammes et le procédé de production est basé principalement sur un certain nombre d'étapes qui vont commencer par l'ajout de la pressure qui va permettre la coagulation de la caséine pour former ce qu'on appelle le caillé, et ce caillé-là qui va subir une chaîne industrielle pour aboutir à la formation de fromage, et puis finalement la crème et le beurre, qui eux la crème est une émulsion lipidique et le beurre est fabriqué à partir de cette crème, et la teneur en protéines de ces produits-là est proportionnellement faible par rapport au reste des produits laitiers puisqu'il est de 0,8 g pour 100 g.
Ce que j'aimerais surtout qu'on discute aujourd'hui, après ce bref aperçu, ce bref rappel sur la teneur les principaux nutriments du lait, c'est quelques évidences qui existent aujourd'hui dans la littérature en ce qui concerne l'apport de cette alimentation lactée tout au long du cycle de vie. Alors vous savez certainement que l'alimentation lactée est essentielle depuis la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. On a débattu hier en long et en large l'intérêt du lait maternel qui est suffisant pour une croissance harmonieuse et satisfaisante de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. Et puis par la suite, le relais sera pris par l'alimentation et dans l'impossibilité d'avoir le lait maternel en exclusif ou du tout, des laits sont sur le marché et sont adaptés aux besoins du nourrisson. Il faut également souligner que le lait de vache non modifié, et là aussi on l'a débattu en long et en large hier, et il est inconvenable et il ne répond pas aux besoins nutritionnels du nourrisson de la naissance à l'âge de 3 ans. Et il faut surtout également souligner l'importance tout au long de cette période de vie, depuis l'âge de 6 mois jusqu'à plus tard, des produits laitiers. Et puis, il existe des évidences scientifiques dans la littérature, des évidences qui abondent de jour en jour en ce qui concerne le lien qui existe entre produits laitiers et lait et la qualité de vie et la qualité de santé depuis l'enfance jusqu'à plus tard dans la vie. Et si on aborde le premier point, qui est souvent le plus abordé dans la littérature, qui est le rôle des produits laitiers sur la santé osseuse à court terme, on sait bien que chez l'enfant et l'adolescent, l'exclusion des laits et des produits laitiers et des laitages va influencer défavorablement la santé osseuse. Et la littérature est abondante là-dessus, puisque ces enfants-là seraient candidats à faire des fractures multiples, parfois même spontanées. Et l'absence de consommation de lait pendant l'enfance et l'adolescence a été liée de façon également négative à la survenue de problèmes de minéralisation osseuse plus tard dans la vie, notamment au niveau de la charnière vertébrale, mais aussi au niveau du reste du squelette. Et ces effets sont d'autant plus évidents qu'il y a des études dans la littérature qu'on appelle des études d'intervention qui ont permis chez l'enfant et l'adolescent de comparer les bénéfices de l'apport du lait sur la minéralisation osseuse. Et ces effets, ces études d'intervention ont bien montré que lorsqu'on apporte de l'alimentation d'un enfant en pleine croissance, le lait et les produits laitiers, on a des effets favorables sur le contenu minéral osseux en entier, analysé par différentes méthodes scientifiques, et notamment par le gold standard qui est la DEXA qui a été abordée ce matin, et puis surtout a un rôle prépondérant sur l'acquisition de la masse minérale osseuse vertébrale et fémorale, et on sait bien que ce sont les zones de fragilité osseuse les plus importantes plus tard dans la vie, et puis surtout cet apport a un effet bénéfique sur la morphogénèse osseuse avec une augmentation du diamètre des os longs et de l'épaisseur de la corticale ou des corticales. Et on sait bien qu'au-delà de l'augmentation globale de la qualité minérale osseuse, c'est cette morphogénèse osseuse qui va se modifier dans le sens favorable après consommation de produits laitiers qui va impacter la santé osseuse plus tard dans la vie. Et les études sont allées beaucoup plus loin pour se dire finalement quel est l'apport qui est le plus bénéfique dans ces produits laitiers par rapport à la santé osseuse. Est-ce l'apport en calcium ou l'apport du produit laitier dans sa globalité avec tous les nutriments qu'il contient? Pour répondre à ces questions, beaucoup d'études ont été menées et j'ai choisi de vous donner les conclusions des principales méta-analyses qui ont abordé la thématique. Ces principales méta-analyses ont conclu au fait que lorsqu'on compare l'apport du calcium élément par médicament
au calcium élément apporté, au calcium apporté par produits laitiers, il se dégage de façon nette et de façon statistiquement significative que ce qui impacte la santé osseuse, c'est plutôt l'apport de produits laitiers et non seulement l'apport de calcium élément isolé. Et ceci pour diverses raisons. Les auteurs ont essayé de donner des explications, et parmi les explications les plus plausibles qui sortent des différentes études, c'est que un produit laitier a une composition nutritionnelle particulière. Il contient non seulement du calcium, mais du magnésium, des phosphates et bien d'autres éléments qui sont connus par leur impact positif sur l'absorption et l'utilisation du calcium, y compris la vitamine D, mais surtout que les produits laitiers ne contiennent pas seulement le calcium et les minéraux, mais ils contiennent aussi des nutriments, dont des protéines, dont l'IGF-1, dont plein d'autres hormones, entre guillemets, qui vont avoir un impact positif sur l'utilisation de ce calcium et en l'occurrence aussi sur le développement de la trame osseuse dans sa globalité. Sachant également que certains produits laitiers ont en plus l'avantage d'être supplémentés en vitamine D, qui est étroitement liée au métabolisme calcique, comme on le sait. Si on se pose maintenant la question de cet apport lacté plus tard dans la vie, je l'ai déjà abordé au début, mais l'élément fondamental à savoir plus tard dans la vie est que la minéralisation osseuse va impacter l'individu tout au long du cycle de sa vie. Et on sait bien que cette minéralisation osseuse est sous la dépendance d'un ensemble de facteurs qui sont génétiques, certes, qui dépendent de l'environnement, certes, qui dépendent des habitudes, certes, activité physique par exemple, mais aussi de facteurs nutritionnels. Et là, la qualité de la nutrition depuis le bas âge a un rôle fondamental sur la croissance osseuse et sur le développement de la trame osseuse depuis le bas âge. Les études récentes ont bien mis le point sur cette évidence, puisqu'ils ont démontré qu'un enfant qui a consommé suffisamment de produits laitiers depuis le bas âge jusqu'à la puberté a un diamètre beaucoup plus important au niveau des os longs, avec une épaisseur donc plus importante, et surtout qu'il y a un effet à long terme, puisque une étude très importante a montré que lorsqu'on prend deux groupes de femmes ménopausées et lorsqu'on prend des sujets âgés, le risque de fracture est 2 fois plus élevé chez les femmes de moins de 50 ans qui n'ont pas consommé des produits laitiers ou suffisamment de produits laitiers pendant l'enfance. Ceci est d'autant plus évident si l'on connaît le cycle de développement de la masse osseuse, et vous voyez à travers ce schéma que ce cycle est pratiquement terminé à la fin, ce développement est pratiquement terminé à la fin de la puberté, puisque le pic de masse osseuse, qui est l'indice de fracture, de risque de fracture, est atteint à la fin de la puberté. Et regardez la courbe de développement, elle est vraiment très importante jusqu'à la puberté, et les études ont bien montré que lorsque on gagne 10% de pic de masse osseuse, on réduit le risque de fracture ostéoporotique chez la personne âgée de 50%, ce qui est énorme et ce qui est fondamental à connaître, sachant que ce pic ne fera que se stabiliser plus tard, et donc l'alimentation plus tard n'aura qu'un objet de stabilisation de ce pic qui de façon obligatoire va décroître plus tard dans la vie. Et si on démarre déjà cet âge avec des pics très amoindris, on imagine bien les conséquences sur la santé osseuse plus tard, avec ce risque majeur de fracture, notamment de fracture du col de fémur, et vous savez qu'elles sont invalidantes, handicapantes à l'âge adulte, enfin chez les personnes âgées.